Contrat de prévoyance, c'est des contrats qui sont souscrits par votre employeur, qui couvrent en général décès, incapacité de travail et invalidité. Parfois des garanties hospitalisation, il y a des choses en plus, pour certains cadres, il y a des décès supplémentaires aussi. Enfin. Mais ce qui couvre le plus, c'est quand même décès, invalidité, incapacité. Pourquoi ça fait vraiment une différence? La plupart du temps, le contrat de prévoyance prévoit que si vous vous retrouvez en première catégorie sécurité sociale, première catégorie d'invalidité, la prévoyance va vous régler, vous allez toucher la pension d'invalidité première catégorie, la prévoyance et le salaire si vous en avez un, pour atteindre un pourcentage de votre salaire initial. Dans les bonnes prévoyances, c'est 100% de votre salaire net, pour certaines c'est moins. Si vous passez en deuxième catégorie sécurité sociale, on considère que vous ne pouvez plus travailler, mais le système est le même. Le salaire si vous travaillez, mais si vous avez zéro, c'est zéro. La pension d'invalidité que vous touchez, plus la prévoyance, ça fait votre salaire antérieur. Et ça, c'est versé dans les contrats actuels, c'est assez drôle, jusqu'à vos 60 ans, parce que c'était l'âge de la retraite. Pour les contrats à venir, j'imagine qu'ils vont sûrement les revoir. Donc, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de gens moi, qui me contactent, qui sont lourdement handicapés, qui ont de plus en plus de mal à être maintenus dans leur emploi, qui s'y accrochent désespérément, parce que comme je disais tout à l'heure, si on ne travaille pas, on est inutile, obligatoirement. Et donc à qui j'essaie de faire comprendre que s'ils demandent à leur médecin généraliste ou à leur neurologue de les aider à passer en deuxième catégorie de la sécurité sociale, même déjà en première catégorie de la sécurité sociale, grâce à leur contrat de prévoyance, ils vont toucher leur salaire plein jusqu'à leurs 60 ans, jusqu'à la retraite. La plupart des contrats de prévoyance cotisent à la retraite à la place du salarié, pendant qu'il est couvert. Et pendant ce temps-là, il y a quand même des centaines d'autres façons de se rendre utile, je pense. Donc, il faut pas imaginer... Il y a vraiment pour en discuter avec beaucoup de personnes qui ont une sclérose en plaques, il y a vraiment deux personnes différentes, il y a deux malades différents. Il y a celui qui s'accroche désespérément à son emploi, je parle vraiment pas à sa vie intérieure, mais à son emploi, et celui qui est prêt à laisser aller. Et la personne qui s'accroche à son emploi s'use vite, en fait, se bat au quotidien contre l'autarcie du système, en fait, ses collègues, l'inertie de toute la machine. Et après, il y a l'autre, celui qui a décidé qu'au final, il allait laisser aller et qu'il allait savoir ce qu'il pouvait faire. Et il ne faut surtout pas hésiter, si vous êtes couvert par des contrats de prévoyance, à voir comment les déclencher, quand, à quel moment ça peut être intéressant. Et après, il y a tellement d'autres choses à faire. Votre employeur paye tous les mois, vous payez, la plupart des gens payent tous les mois, prélevés sur leur salaire, ces prévoyances. C'est des sommes qui sont importantes quand même, ça représente en général jusqu'à 6% de la masse salariale. C'est des sommes énormes que les employeurs payent pour couvrir ce genre de pathologie, enfin, et d'invalidité, incapacité de travail. Le décès, c'est moins intéressant. Et donc, il faut pas hésiter, savoir si on a un contrat. Et alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne concernerait pas que le privé, c'est que de plus en plus de personnes dans les fonctions publiques sont couvertes aussi par des contrats de prévoyance. La fonction publique s'y met aussi, ça dépend des structures. C'est pas uniformisé à toute une fonction publique, mais eux aussi sont couverts par des prévoyances et qui donc peuvent être déclenchées et être utilisées. Le seul bémol dont j'ai aucune réponse pour le moment, c'est cette fameuse limite des 60 ans. Jusqu'à présent, la prévoyance, vous payez jusqu'à vos 60 ans, parce qu'on considérait qu'à 60 ans, vous passez à la retraite. Maintenant, on vous demande de 62, ou allez savoir 64, peut-être dans 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer entre les 60 ans qui sont marqués dans le contrat que vous aviez à l'époque, il y a 10 ans, et les 64 maintenant, on ne sait pas trop. Il y a de grandes chances que l'État prenne des mesures pour que ces contrats continuent. Il faut imaginer que ces contrats sont mis en place par les entreprises, commencent à être mis en place par les entreprises parce qu'elles sont considérées comme une vocation sociale et sociétale. De plus en plus, c'est parce qu'elles sont tenues par les conventions collectives de le faire. Donc les conventions collectives vont sûrement changer
dans quelques temps, prendre en compte le fait qu'il faut que ça couvre jusqu'à la retraite et donc les contrats vont changer. C'est pas un problème très, très important. Mais c'est quand même assez étonnant. Ils ont mis un chiffre fixe dans la plupart des contrats, ils n'ont pas mis jusqu'à ce que la personne passe en retraite, ils ont mis 60 ans. Votre vie, apparemment, s'arrêtait là, pendant quelques années. Donc, je remonte là. Au niveau personnel, c'est encore plus particulier. Alors, ce dont je vais parler, après, commence pour la moitié au jour du diagnostic, ce qui est assez étonnant, et pour l'autre partie, dans longtemps, on espère. Donc, faut pas... La première partie va faire les gros yeux à la plupart des gens, et la deuxième partie, j'espère, va pas trop vous rendre triste. Voilà. Alors, ce dont je parle le plus en ce moment, mon grand cheval de bataille, c'est le permis de conduire. Pourquoi ? Il y a un vieux décret, enfin qui date de 62, pas si vieux que ça, qui a été modifié régulièrement, qui s'appelle la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. C'est une liste énorme qui doit faire une 60aine de pages. Elle ne contient pas au final, malgré son nom, des affections, au sens où on l'entend. Ça ne contient pas une liste de maladies, ça contient une liste de symptômes. Et ces symptômes, si vous les avez, vous n'avez pas le droit de conduire ou d'obtenir votre permis de conduire sans une autorisation préfectorale. Et une grosse partie des symptômes afférents à la sclérose en plaques rentre dans cette liste de symptômes. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend au niveau pratique pour les personnes qui ont une sclérose en plaques ? Ça sous-entend que le jour où c'est que votre neurologue vous regarde droit dans les yeux pour vous dire « Excusez-moi, mais vous avez une sclérose en plaques », vous êtes censé sortir et aller à la préfecture. Et arrivé à la préfecture, vous leur dites « Bonjour, j'ai une sclérose en plaques, je viens d'apprendre ça. » Et donc, apparemment, ça fait quelque chose pour mon permis de conduire. Donc, on récupère votre permis de conduire à la préfecture et on vous fait passer une visite médicale auprès de la commission médicale préfectorale. Alors en général, de plus en plus, les commissions préfectorales vous regardent et vous disent « on n'est pas spécialiste, allez voir un spécialiste ». Donc ils vous renvoient vers un spécialiste. Il y a des gens qui tombent sur leur propre médecin, c'est quand même assez fort dans ces cas-là. Donc on vous renvoie vers un spécialiste qui lui décide si oui ou non vous pouvez conduire. 99% des cas, c'est oui, vous pouvez conduire. Et vous revenez vers la commission médicale qui accepte bien sûr le témoignage du médecin puisqu'ils ont eux-mêmes choisi leur spécialiste et qui vous attribue un permis de conduire sur lequel il y a marqué donc qu'il est temporaire et il est entre 1 et 5 ans en fonction de l'évolution de la maladie et des symptômes que vous avez. Il peut aussi contenir des mentions style la boule au volant, les vitesses automatiques. Au maximum, c'est les commandes au volant, donc accélérateur, freinage au volant. C'est exactement, au final, la même chose que l'ensemble des personnes ici qui ont passé leur permis de conduire postérieurement au jour où c'est qu'on leur a mis des lunettes de vue et qui ont tous sur leur permis de conduire port de verre correcteur. C'est la même chose, au final. Les troubles de la vue sont incompatibles avec l'obtention et le maintien du permis de conduire, sauf si vous avez une correction qui est valable. Donc mon permis de conduire contient effectivement la mention port de verre correcteur. Si je conduis sans, je suis verbalisé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez récupéré votre permis de conduire et vous pouvez recommencer à rouler. Je n'ai pas à ce jour eu une seule personne qui m'ait dit qu'on lui avait retiré définitivement, purement et simplement son permis de conduire. Les seules personnes à qui ça arrive, c'est les personnes qui sont des professionnels du transport. Si vous êtes professionnel du transport, que vous conduisez un taxi, une ambulance, un bus, on vous le retire purement et simplement. L'explication officieuse, c'est que personne ne veut se mouiller à vous restituer votre permis de conduire si jamais un jour vous avez un problème et qu'avec le bus scolaire, vous renversez 30 gamins dans un fossé. Personne ne veut être l'officier de préfecture qui a maintenu le permis de conduire à cette personne-là. Donc, toutes ces personnes qui ont leur permis, qui ont besoin de leur permis professionnellement,
Ces personnes-là, en général, se le voient retirer, malheureusement. Donc, vous pouvez y aller en toute sécurité, on vous le rendra. Alors, la loi prévoit que les examens médicaux pour les personnes qui sont en situation de handicap sont gratuits. Pour les personnes qui ont déjà un permis de conduire. Dans les faits, non. Dans les faits, vous allez vous retrouver à la préfecture et... pardon. Vous allez vous retrouver dans la préfecture et la commission médicale va vous dire on n'est pas compétent, il faut voir un spécialiste, ça sera 28 €. Et comme ce jour-là vous voulez votre permis de conduire, et bien vous faites un chèque et puis vous partez. Et vous allez voir le spécialiste avec Guillaume Molinier qui vous a dit que c'était gratuit, et vous arrivez et il vous dit ça sera entre 50 et 78 €, un truc comme ça. Et ce jour-là vous voulez votre permis de conduire. Alors vous n'allez pas lui dire mais non, il y a un juriste dans une asso qui m'a dit que c'était gratuit. Non, vous payez. Et après, vous revenez vers nous ou vers d'autres et on se battra pour que vous récupériez votre argent. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, les examens médicaux auxquels sont assujettis les personnes en situation de handicap sont gratuits. Mais tout le monde vous demandera de l'argent. Pourquoi ? Parce que si un médecin vous reçoit, l'examen est assez long et l'État est comme disait un de mes professeurs, l'État est un bon payeur, mais il paye tard. Donc les médecins préfèrent que ce soit vous en sortant qui payiez, plutôt que la préfecture, dans combien ? Dans 3 mois, dans 6 mois, ils vont les rembourser ? Ou quelque chose comme ça. Donc du coup, effectivement, ça arrive régulièrement, les préfectures ne sont pas au courant, les médecins ne sont pas au courant, que c'est gratuit normalement. Mais j'ai en ma possession, je vous la transmettrai sur demande, la circulaire de la direction générale du permis de conduire, donc du ministère des Transports, qui dit que les examens auxquels sont assujettis, donc les personnes sont gratuits. Alors, les assurances de personnes. Qu'est-ce que c'est que les assurances de personnes ? C'est les assurances qui couvrent votre santé, purement votre personne, seulement votre personne. Donc d'un côté vous avez l'assurance qui couvre votre voiture, l'assurance qui couvre votre maison, et de l'autre côté vous avez l'assurance qu'on appelle de personnes. C'est celle que vous avez de plus en plus, vous êtes de plus en plus sollicité pour en régler. C'est les assurances dépendance maintenant. Donc elles couvrent votre santé. Il y a même des assurances prévoyance que vous propose votre banque. Ah oui, vous êtes indépendant. Oui, mais on ne sait jamais si vous avez quelque chose. Est-ce que vous voulez protéger vos enfants ? Est-ce que vous voulez qu'ils aient une rente ? Toutes les assurances qui couvrent votre santé ont, en général, dans leurs conditions générales, une clause qui vous oblige à leur dire tous vos changements dans votre état de santé. Donc, si vous ne le faites pas, on peut vous radier. C'est rare, mais on ne sait jamais. Si vous le faites, en général, on ne modifie pas le contrat. Certains contrats ont la possibilité d'être modifiés si jamais votre état de santé change.